Bonjour, donc il est 9h33, donc je vais vous proposer de démarrer. Il y a certainement d'autres personnes qui vont arriver et prendre en cours la présentation que nous allons vous faire. Donc aujourd'hui, nous avons décidé d'évoquer un sujet très important, c'est la place et les pratiques de l'innovation avec les associations. Et pour ce faire, nous sommes deux à vous apporter des éléments de réponse, et donc tout particulièrement Christine Chaugnot de l'UNIOPS, que je vais laisser peut-être se présenter. Christine, je vous passe le ballon. Oui, bonjour. Je m'appelle donc Christine Chaugnot, je suis adjointe au directeur général de l'UNIOPS et je suis responsable de la mission de recherche et prospective à l'UNIOPS. Donc, c'est du travail de prospective concrète et c'est avec cet éclairage-là que je vais essayer de vous proposer une observation des pratiques d'innovation des associations. Et donc pour moi-même, Philippe Roland, je suis en charge au sein des banques populaires de l'animation du secteur de l'économie sociale au plan national, donc également membre et partenaire du mois de l'économie sociale et solidaire donc depuis des années, ce qui nous a amené en fait à mettre en place cette conférence, et également au club des partenaires de l'UNIOPS avec lesquels j'ai le plaisir à échanger assez régulièrement. Donc, ce que nous allons faire, donc il y a 2 temps en fait, dans cette présentation. Un premier temps qui est, relativement court, mais qui permet en fait de voir un petit peu, comment, peut être perçue déjà de façon assez générale, notamment dans le cadre de la banque populaire, l'innovation. Et puis donc, dans ce deuxième temps qui sera en fait plutôt ce temps d'approfondissement, c'est de voir exactement, en quoi en fait toutes ces pratiques dans les associations peuvent être, singulières. Alors, pour démarrer, ce que je vous propose, c'est que, dans les banques populaires, nous avons une pratique historique assez importante sur, l'accompagnement de l'innovation. Donc c'est vu, bien vous vous en doutiez, plutôt avec un angle, bancaire, et ça va aussi bien de structures, de type, start-up, de type, entreprise sociale. Mais, je vous propose en fait de façon très synthétique de voir un petit peu comment on a en fait une sorte d'analyse, de grille qui permet justement de retrouver les différentes typologies. Alors le but, ça va pas être de rentrer dans une définition, très complète de l'innovation, mais simplement déjà de vous donner quelques éléments, de lecture, et ensuite, Christine en fait, nous fera justement ce retour d'expérience du terrain juste avec le monde associatif. Alors pour démarrer, ce que je vous propose, c'est de voir tout de suite, dans ce premier temps, un petit peu 2 éléments que nous allons, revoir un petit peu de façon plus détaillée là tout de suite. Donc c'est, le point de départ concerne finalement tout ce qui est dans l'innovation. On a 3 éléments, mais nous allons en détailler 2 plus précisément. Le premier concerne justement la nature de l'innovation, c'est un petit peu le comment, donc voir comment, quels sont les moyens, et puis le deuxième qui est l'objet. Alors on aurait pu poursuivre avec l'intensité, mais c'est pas trop l'objet en fait de notre échange de jour. Donc nous allons voir dans le détail, ces 2 éléments avec, qui ont chacun finalement 4 sous-rubriques. Le premier concerne en fait l'innovation d'usage, que je vais vous détailler, l'innovation technologique, l'innovation sociale et les autres natures de créatives. Alors, de ce point de vue-là, si nous allons en fait donc sur l'innovation d'usage, il s'agit finalement d'être amené à modifier l'utilisation d'un produit, d'un service, avec la mise en place finalement, justement de cette facilité d'usage. Alors dans les cas pratiques, pour vous donner une petite idée, donc on aura quelque chose comme, la carte qui permet aujourd'hui de se substituer au chèque, déjeuner, que certains d'entre vous utilisent peut-être déjà. Deuxième cas de figure, donc nous avons l'innovation technologique, c'est celle qu'on côtoie, qu'on utilise le plus souvent, puisque c'est celle qui est un peu celle qui est un peu le point de départ, je dirais, souvent évoqué, sur l'innovation. Elle consiste finalement à créer, intégrer une nouvelle technologie, et en fait, on va avoir le cas de figure, d'amélioration qui vont se traduire sur un exemple concret. Je vais vous prendre le vélo électrique, puisque c'est quelque chose dans lequel, en fait, on a mis cette technologie au service justement des utilisateurs de vélos. Donc là aussi, il y a eu une modification qui s'est faite. Troisième élément, donc qui concerne l'innovation sociale, donc ça, c'est l'un des points les plus importants, puisque finalement on va raccrocher, on va le voir plus loin, des éléments liés au monde associatif, mais pas que dans ce périmètre-là. Donc il y a par exemple l'élaboration de réponses justement, à de nouveaux besoins, donc qui ne sont pas forcément, satisfaits justement dans différents domaines d'activité. Et puis, sur lesquels justement, là encore, il n'y a pas eu de réponse apportée puisque les conditions de marché ou la politique sociale ne permettaient pas justement d'apporter de réponse immédiate, et donc du coup, on va impliquer différents acteurs, au niveau de cette espèce d'écosystème qui va permettre d'apporter des réponses. Alors on va avoir un cas concret là qui est plutôt dans le périmètre bancaire avec le microcrédit, avec, la Grameen Bank que vous connaissez tous, très certainement. Un autre exemple donc, que je vous communique en fait ensuite. Hop, alors j'espère que tout le monde voit bien les déroulés, hein, sur les écrans. Si toutefois vous aviez
un petit souci, n'hésitez surtout pas à faire une synchronisation dans l'outil parce que il peut y avoir un petit peu de latence justement dans l'affichage. Et donc le dernier point, hem donc qui concerne finalement, justement les autres utilisations. Je suis désolé, il y a marqué innovation sociale, mais c'est bien en fait, les autres innovations, créatives. Donc vous avez, des innovations créatives, donc dans lesquelles on va peut-être pouvoir retrouver là aussi des éléments liés au monde associatif et dans ce périmètre, pour vous donner là aussi un cas concret, donc on aura, les écologues, je ne sais pas si vous les connaissez en fait, qui font des cabanes, qui sont installées dans les arbres et parallèlement, en fait, ils ont surfé un petit peu sur cette vague du tourisme, vert, qui est en train de se développer. Donc ce sont là, en fait, 4 éléments qui permettent de nous donner un petit peu, finalement, quelle est finalement la nature de l'innovation. Donc c'est assez synthétique, mais c'est pour vous planter un petit peu le décor au départ. Ensuite, nous avons je vais passer à la page d'après, donc la partie concernant l'objet, c'est-à-dire le quoi. À l'intérieur, on va retrouver 4 sous-ensembles qui sont d'une part l'innovation de produits et services, l'innovation marketing et également, l'innovation de procédés ainsi que celle des organisations. Je reprends en fait dès le départ la première, donc il s'agit d'avoir ici, une amélioration, voire la création en fait de nouveaux produits, avec, des services, hein, bien sûr, où là on va trouver une valeur ajoutée qui sera là aussi, assez, nouvelle pour le coup. Je vous prends pour exemple quelque chose que tout le monde connaît en fait qui est, le cas des smartphones qui nous ouvre finalement, des utilisations à de nouvelles, dans le cadre de la mobilité. Donc ça, c'est quelque chose en fait qui rentre typiquement dans l'utilisation justement de cette innovation. Ensuite, nous avons l'innovation marketing, donc là, c'est très commercial, donc avec un changement significatif, sur la présentation. Donc ça implique justement, heu, vis-à-vis d'un produit ou d'un service, et également dans son mode de distribution, des changements majeurs, qui font que justement sa promotion et son modèle économique sont complètement, changés. Typiquement, là aussi certains d'entre vous le connaissent, on va retrouver ce genre d'innovation avec tout ce qui est réseaux sociaux. Je ne vais pas nommer, hein, les grandes plateformes que tout le monde connaît, mais qui ont mis en place en fait des régies publicitaires. Ce n'était pas l'objectif dès le départ, mais ça s'est mis en place et justement là aussi ça constitue en fait innovation, marketing. Troisième cas de figure, donc c'est, tout ce qui touche en fait à l'innovation de procédés. Donc là, ça réserve en fait, un point qui est sur la mise en œuvre de nouvelles techniques, pour justement la production de biens ou de services. Et puis ceci en fait intègre justement la partie, concernant la mise au point, l'adoption justement de méthodes, donc on est très axé sur la méthode et là, on va avoir, des changements qui sont assez, là encore assez radicaux, mais qui restent en fait, très faciles à observer. Vous avez alors, c'est moins étendu aujourd'hui, dans les pratiques en fait, professionnelles, mais on commence à le voir arriver. Les imprimantes 3D typiquement rentrent complètement en fait dans ce cas de figure des innovations de procédés. Et enfin, un dernier exemple, ici sur les innovations d'organisation, donc pour lesquelles là on repose en fait essentiellement sur les aspects humains et tout ce qui concerne la gestion des équipes. Alors là, typiquement, vous avez tout ce qui, on le connaît maintenant assez bien avec malheureusement tout le contexte, sanitaire qui s'est produit, le travail à distance, le télétravail avec tous les outils en fait qui sont mis en place et donc les changements d'organisation qui en résultent. Alors, ça, c'est une première lecture en fait qu'on vous propose et à partir de là, justement, c'est intéressant de pouvoir avoir, cette expérience et cette remontée d'informations du terrain que nous propose donc Christine Chouinot, à qui je vais passer la parole pour avoir une vision certainement assez, différente, mais aussi complémentaire par rapport à tout ce que je viens de vous exposer rapidement. Merci, Philippe. Donc, justement, moi, je vais essayer de mettre, la focale sur, une autre, partie, une autre part de l'innovation qu'on peut observer dans les associations et ce qui va peut-être, se dégager au fur et à mesure de notre présentation à tous les 2, du moins nous l'espérons, c'est que, on devrait petit à petit, mieux se comprendre sur le fait que, quand on emploie un vocabulaire, on se rend compte, parfois pas, peut-être c'est parfois totalement inconscient, à ce cadrage incorporé, qu'on a déjà, fabriqué une représentation spécifique de la réalité. Donc pour le dire très simplement, ce dont je vais vous parler quand je parle d'innovation sociale n'est pas exactement la même chose que ce dont, Philippe vient de vous parler quand il parle, d'innovation sociale. Donc si je résume, mais on y reviendra dans toute la présentation, en tout cas j'espère que ça va se décanter, c'est, très simple. L'innovation sociale telle que, Philippe l'a décrite correspond à un cadrage du sujet pour des démarches entrepreneuriales, hein. Dans une grande entreprise, dans une entreprise, ça va parfaitement convenir. Par contre, quand on est face à une pratique associative, il va manquer des éléments. Donc en
clair, quand moi je vais parler d'innovation sociale, ça peut recouvrir l'innovation dans les pratiques sociales, l'innovation dans les relations sociales. Et là, on va recouper la question de l'organisation, du management, qui a été évoquée par ailleurs par Philippe. Mais pour moi, ça va aussi recouvrir l'innovation dans les rapports sociaux, la façon dont on s'inscrit dans la société. Et donc, c'est pas tout à fait la même chose, même si ça se recoupe, et ça va décrire des réalités différentes ou complémentaires. Donc, en fait, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est qu'il y a des pratiques singulières qui méritent d'être vues. Et une fois qu'on a vu ces pratiques singulières, c'est un autre sujet qui se présente à nous, c'est comment on peut les valoriser, les soutenir. Et c'est vraiment ça, la difficulté du moment, c'est soutenir ces pratiques à condition, bien sûr, qu'on les ait vues au départ et que, par mégarde, on n'ait pas employé un cadre, une focale qui ne permet pas de les voir. Donc, nous travaillons actuellement à l'UNIOP sur une centaine de pratiques qui ont été collectées par différents moyens. Et c'est cette observation et ce que nous en dégageons que je vais essayer de vous présenter maintenant. Alors, ce que nous avons fait à l'UNIOPS depuis 2019, ça n'est jamais que quelque chose que l'on fait de tout temps à l'UNIOPS, ça fait partie un peu de notre ADN. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'UNIOP, je précise simplement que nous sommes une tête de réseau qui a été créée en 1947 et qui prend appui sur des unions régionales qui elles-mêmes ont des adhérents de terrain et des grandes associations nationales, par exemple comme le Secours populaire, et qu'avec cette constitution à 2 étages, nous avons à la fois des adhérents de terrain avec lesquels nous travaillons dans le cadre de commissions, d'unions régionales, et des grands adhérents avec lesquels nous arrivons à croiser en fait l'analyse des problématiques. Le but du jeu, pour revenir au travail concernant l'innovation, c'est d'arriver à la fois à analyser de manière globale ce que l'on peut dire au sujet de l'innovation et de rester bien ancré dans les pratiques, ce qui se fait concrètement sur le terrain des associations, et c'est ce que nous avons tenté de faire avec un matériau composite. Alors ce matériau, en fait, il est constitué d'une base innovation dans lequel il y a plusieurs contenus, donc un appel à contribution que nous avons fait en 2019 pour préparer le congrès de l'UNIOPS qui, à l'époque, devait avoir lieu en avril 2020, qui a été reporté à l'année prochaine. Nous avons des contributions qui ont été collectées dans le cadre de notre revue Union sociale. Et puis ensuite, puisqu'il y a eu la crise sanitaire et le confinement, nous avons eu des contributions collectées spécifiquement pendant la crise sanitaire. Donc cette base composite comporte une centaine d'éléments, une centaine d'expériences, dont nous avons déjà tiré un cahier technique qui a été publié en janvier 2021. Et puis nous avons aussi déjà analysé ce matériau par le canal de 6 web émissions. Je vais simplement vous balayer les thématiques de ces web émissions. Donc, l'innovation associative, la thématique elle-même, qu'est-ce que c'est l'innovation associative? La citoyenneté, la participation, la transformation de l'offre et le numérique, les associations et l'ESS, leur identité, leur perspective, le projet de société, la société inclusive, la protection sociale, qu'est-ce qu'elle devient? Et si Philippe veut bien juste remettre la dia d'avant, parce que en fait, je la trouve plus simple. Ce qu'on voit bien dans notre approche, en tout cas, c'est qu'il s'agit d'avoir une progression continue dans l'approche de la thématique qui nous amène vers le congrès de l'UNIOPS. Alors, ça peut paraître très curieux de considérer que tous ces sujets-là ont à voir avec l'innovation sociale. Donc, par exemple, pourquoi projet de société a quelque chose à voir avec l'innovation sociale? C'est précisément parce que nous adoptons ce cadrage assez large dont je vous parlais au début. Donc, pour nous, innovation sociale, ça veut aussi dire innovation dans la conception des rapports sociaux, dans la production de références collectives. Et c'est pour ça que nous appelons ce cadrage un cadrage plus ouvert, un cadrage singulier, sur lequel je vais essayer de revenir par différents exemples. Et un dernier élément sur lequel je veux juste mettre un petit peu l'accent là, c'est que chacune de ces web émissions a été fabriquée avec 2 unions régionales, ce qui nous a permis de toujours aller chercher des exemples bien ancrés dans la réalité du moment. Et ça, nous y tenons beaucoup. C'est non seulement avoir une vision d'ensemble de l'innovation pour être sérieux, avoir quelque chose d'assez robuste, mais ne jamais perdre de vue ce qui se passe concrètement aujourd'hui sur le terrain. Donc, il y a de la collecte, de l'analyse et de la mise en débat. Ça, c'est très important pour nous de conjuguer ces 3 strates finalement du travail qui s'enchaînent dans un cycle continu. Voilà, Philippe, on peut avancer.
Et donc le matériau, si on peut continuer à avancer, je vais vous le commenter. Donc là, ça fait un peu page de publicité, excusez-moi, mais c'est pas l'enjeu. Si vous souhaitez, aller regarder d'un peu plus près ce que nous avons fabriqué avec ces web émissions, vous pouvez les regarder en replay sur la chaîne Solidarité TV. L'intérêt, c'est de voir ce croisement d'approches entre des acteurs et des chercheurs, entre des expériences de terrain présentées sous forme de petits films et des témoignages, des mises en discussion. C'est des formats très, très courts qui permettent d'aborder des sujets compliqués. Par exemple, la dernière web émission a permis d'aborder le thème de la protection sociale, qui est un thème très technocratique ou très politique, et on a essayé de le décortiquer autrement, justement, pour faire une pédagogie qui permette de nourrir le débat public sur ces sujets difficiles. Alors, ce n'est pas du tout évident de comprendre comment nous essayons de relier la protection sociale à l'innovation, mais pour nous, c'est d'essayer de demeurer créatif, visionnaire, prospectif dans ce qu'il faudrait avoir comme perspective pour la protection sociale en restant ancré dans ce que sur le terrain, les acteurs sociaux fabriquent. Donc, sur Solidarité TV, vous pourrez revisiter ces 6 web émissions si cela vous intéresse. Alors, autre matériau disponible si vous souhaitez aller un petit peu plus loin après la web émission sur ce thème de l'innovation et de notre approche, c'est tout ce qui a trait donc au cahier technique de l'UNIOPS. Peut-être qu'on peut avancer la dia suivante, Philippe. Non, pardon, le cahier technique, donc c'est les associations Réinvente l'innovation. Et puis le contenu, bien évidemment, auquel nous tenons beaucoup, c'est le congrès qui va avoir lieu le 13 et 14 janvier prochain. Et là, la mise en perspective générale de ce rapport singulier des associations à l'innovation va être présentée avec, bien évidemment, un enjeu très important en janvier 2022, c'est de contribuer au débat de l'agenda social, personne n'ignore qu'on est au début d'une campagne électorale et donc il est très important d'arriver à nourrir le débat public des préoccupations qui sont les nôtres, c'est-à-dire celles des réformes sociales et de l'accentuation ou de la défense plutôt du rôle des institutions démocratiques auxquelles nous sommes attachés. Donc voilà, enjeu fort, matériaux possibles, matériaux passés déjà disponibles, les web émissions et le cahier technique, et matériaux à venir, le congrès de l'UNIOPS. Donc ça, c'était pour la petite page de publicité. Je vais essayer maintenant de vous présenter un petit peu plus les contenus. Alors sur le fond, ce qui nous semble important, c'est de parler du terrain, vraiment ce qui se passe sur le terrain et de cadrer large pour voir ce qui se passe sur le terrain. C'est ce qu'on essaye de faire déjà avec le cahier technique qui vous est proposé, qui est proposé à tous ceux que le sujet intéresse. Donc il y a une approche acteur-chercheur qui est proposée là, donc ce sont des regards croisés. Et donc on a 13 chapitres pardon, qui vont dérouler un cadre théorique approprié. On a décortiqué le cadrage théorique pour essayer de le présenter de manière appropriée. Pour voir large, voir ce que les associations font. On a traité les sujets par thème, donc par question critique, et on a surtout mis énormément d'exemples dans ces différents chapitres, de manière à ce qu'une association de terrain se reconnaisse, de manière à ce qu'un observateur ou un acteur dans le milieu associatif, qu'il s'agisse d'un pouvoir public, d'un banquier, se retrouve, reconnaisse aussi ce qu'il voit dans son environnement concret. Donc le but du jeu, c'est de permettre à un lecteur de se situer dans les courants en présence, donc vérifier si le courant que le lecteur a en tête correspond à ce qu'il veut observer ou s'il n'y a pas un décalage qu'il faudrait creuser, de regarder des pratiques associatives qui évoluent, parce qu'on en a beaucoup qui évoluent et qui sont documentées là, et de voir aussi tout ce qu'on peut apporter dans l'environnement externe par ce travail d'innovation, qu'il s'agisse d'un apport aux politiques publiques ou d'un apport dans la société elle-même, de manière un petit peu plus globale. Donc on peut finalement lire ce travail par chapitre, dans tous les sens. L'ordre n'a aucune importance. Ce sont des chapitres courts. Ça avait vraiment été fait non pas pour être un ouvrage théorique, mais pour être un ouvrage pratique qu'on peut utiliser en situation, finalement. Donc, ça montre différentes facettes. Et il y a un côté, finalement, plaidoyer quand même, puisqu'on essaie de valoriser ces différentes facettes de l'action innovante des associations. Alors en fait, le travail de valorisation, on l'a poursuivi, au-delà du cahier technique. On a analysé la base innovation qui est un petit peu plus large que le travail qu'on avait déjà fait en publiant le cahier technique, sur les associations Réinventent l'innovation et
ce que l'on peut dire aujourd'hui, mais on aurait pu adopter un autre cadre d'analyse. Donc, disons que de manière arbitraire, on peut classer les innovations dans un certain nombre de thèmes. Donc, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que ces pratiques singulières peuvent inspirer des associations dans différents domaines ou leurs interlocuteurs, hein, et pas seulement les associations elles-mêmes. Alors, on peut être inspiré par ce que les associations ont fait, la réactivité dont elles ont fait preuve dans le contexte de la crise sanitaire et du confinement. On peut aussi être inspiré par ce qu'elles font au niveau de la participation, ce qui ne se réduit pas du tout à une participation dans le cadre formel des instances qui ont été créées par la loi du 2 janvier 2002, par exemple, dans le champ social et médico-social. On a des exemples très intéressants, inspirants sur l'amélioration des pratiques d'une manière plus générale et pas seulement en termes de participation. On a des exemples intéressants, inspirants au sujet des parcours, de parcours plus fluides. Il ne s'agit pas simplement de se mettre dans le cadre de la transformation de l'offre, qui est une injonction en fait assez globale actuellement des politiques publiques, mais on a des parcours volontaristes, des actions volontaristes en vue de parcours plus fluides. On a aussi des actions très intéressantes menées par les associations pour rénover le mode associatif, et on a aussi des exemples inspirants concernant la possibilité d'agir dans la société en pratiquant d'autres rapports sociaux, en faisant vivre d'autres références collectives. Et ça nous paraît intéressant aussi. Donc pour nous, il est intéressant de rendre compte de cette large palette d'innovation. Donc vous voyez, la dernière bulle, action dans la société, est un aspect qui est rarement documenté, en tout cas qui n'est pas documenté facilement si on utilise le cadre que Philippe a présenté au départ pour documenter des pratiques entrepreneuriales. Et nous, ça nous importe. Alors, comment on a fait ça? On a utilisé un cadre de départ qui nous a été transmis, expliqué par deux universitaires avec qui nous avons travaillé, qui s'appellent Philippe Hainaut, que probablement les connaisseurs de l'ESS ont déjà identifié par ses travaux, notamment sur la gouvernance des associations, et Elisabetta Bucolo, qui est une sociologue spécialiste de l'ESS, qui est ancienne à Sciences Po, au CNAM, et avec qui nous travaillons beaucoup. Donc Philippe Hainaut et Elisabetta Bucolo ont été nos référents dans ce travail d'analyse du rapport des associations à l'innovation. Ils nous ont proposé 8 clés qui sont le rapport au public, le rapport au temps, le rapport aux normes, le rapport aux politiques publiques, le rapport au collectif, le rapport à la transformation sociale, à l'échelle et au territoire. Alors c'est assez lourd, mais ça a été très intéressant parce qu'en utilisant ces clés, on a pu regarder les expériences avec un prisme qui était a priori plus ouvert que celui qu'on aurait adopté naturellement. Alors, je vais revenir sur 3 éléments, 3 points qui sont importants dans notre démarche d'analyse. Je les ai résumés donc dans la diapo suivante, Philippe. Donc, ce qui est très important pour nous, hein, c'est d'avoir adopté ce cadre de départ, donc construit avec Elisabetta et Philippe. Et Elisabetta et Philippe nous ont fait bénéficier de leur analyse qui, depuis de très longues années, porte sur l'observation des pratiques. Donc, ils ont depuis de très longues années mis en évidence l'importance du cadrage, un cadrage trop étroit ne permettant pas de voir largement les pratiques en présence. Donc, ils nous ont amené un cadre qu'on a travaillé avec eux, qu'on a appliqué, et ça a été bénéfique. Ce cadre, c'est un cadre de 8 clés, donc que je vous ai redétaillé tout à l'heure et que je ne vais pas relister là, mais simplement, je vais insister sur un décalage de cadre là. Donc, quand on est en fait dans l'approche que Philippe nous présentait au départ, on va naturellement aller sur le terrain du passage à l'échelle. Hein. Et donc, une innovation, elle va avoir de la valeur quand, au bout du compte, elle va permettre de passer à l'échelle, c'est-à-dire de permettre le développement d'un produit ou d'un service à grande échelle, au-delà de l'expérimentation qui va permettre de l'avoir tenté quelque part. Si ça fructifie, ça va passer à l'échelle. Hein. Et donc ça, l'échelle, c'est l'échelle sur le marché. Hein. Mais ça, c'est sous-jacent, c'est implicite. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas forcément si ça passe à l'échelle. Ça peut être un critère, mais ça va nous intéresser même si, de manière microscopique, ça va procéder d'une transformation, soit de l'action interne, soit de l'action dans l'environnement. Donc, si ne serait-ce que sur un microcosme, par exemple, un bassin de vie, par exemple, une ville, une commune, ça produit d'autres conceptions de la différence, une plus grande tolérance à la différence sociale, à la personne exclue, à la personne malade, handicapée, etc. Pour nous, ça a de la valeur sociale et pas forcément de la valeur économique, que finalement, on va naturellement penser qu'elle doit s'observer par un passage à l'échelle qui va permettre de confirmer qu'on a là ouvert un nouveau marché. Hein. Donc, on a un décalage de perception qu'on va réussir à documenter en utilisant ces différentes clés. Le rapport au temps, autre exemple que je pourrais documenter là, pour nous,
parfois, c'est des processus longs qui sont indispensables et on va voir se dérouler une observation, une expérimentation à bas bruit. On va la regarder fructifier. Parfois, il va y avoir des circularités, des retours en arrière. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le processus d'amélioration continue de la réponse. Et pas forcément début, milieu, fin. Et la fin, c'est le passage à l'échelle. Pour nous, le processus est largement aussi important que le résultat qui serait l'aboutissement à une configuration de produits ou services à grande échelle. Hein. Donc, on est sur quelque chose d'un petit peu différent, qui n'est pas antinomique avec ce que Philippe a présenté au départ, mais qui va documenter autre chose. Hein. Et donc, le travail d'observation, comme je disais au départ, nous a fait observer, voir de manière un peu plus précise peut-être une image qu'on avait en tête, qui était là un peu intuitive, mais qui petit à petit se construit. Et donc, on a plein d'innovations en temps de crise qui nous aident à voir tout ce qui se fait. On a plein d'élargissements de la participation. On a aussi des exemples intéressants d'amélioration des pratiques. On a des parcours plus fluides. On a un mode associatif qui bouge. On a une action dans et sur la société. Et qu'est-ce qu'il est intéressant de faire avec ça? C'est de voir ce que ça nous apprend et de travailler à partir de ce que ça nous apprend. Ça n'est jamais terminé. Et demain, on pourra avoir des analyses, des approches un petit peu différentes, mais l'important, c'est d'arriver à documenter cela, à se le dire, à s'en parler, à questionner ensuite ce que l'on peut faire avec, ce que l'on doit faire avec pour que ça puisse perdurer et fructifier encore. Alors, je vais peut-être vous donner quelques exemples, ce sera un peu plus précis. Donc, sur l'élargissement de la participation, ce qu'on a observé, par exemple, c'est bien sûr ce qui se passe avec l'outil numérique. Hein. Donc, on a des ateliers d'inclusion numérique qui maintenant sont en place parce que pendant la crise sanitaire, on a diffusé l'usage du numérique un petit peu par force. Donc, même si c'était un petit peu dormant, latent, c'était en train d'émerger, la crise sanitaire l'a obligé, hein, cette accélération. Donc, on a maintenant finalement le numérique qui infuse. Donc bon, ça a favorisé la participation. Comme vous avez par exemple dans un EHPAD tous les résidents qui ont des tablettes, maintenant, parce que pendant la crise sanitaire, on a essayé de lutter contre la solitude avec des tablettes distribuées à tous les résidents d'un EHPAD, ben maintenant le fait qu'il y ait un atelier d'inclusion numérique, ça montre que ça a infusé. Donc bien évidemment, il y a aussi l'innovation technologique dans les associations et le numérique a aussi permis d'élargir la participation, mais il n'y a pas que ça. On voit aussi, par exemple, des travailleurs pairs, donc les pairs aidants, hein, donc qui sont devenus des travailleurs pairs, intégrés dans les équipes, voire intégrés dans des sessions de formation. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien que la participation, ça va nous titiller beaucoup plus loin qu'on l'imaginait au départ, parce qu'un travailleur pair, c'est pas juste un pion qu'on met dans un effectif, c'est quelqu'un qui va questionner la conception même qu'on a du travail social. Donc ça n'arrête jamais finalement de stimuler de la réflexivité, du changement, de l'invention. On a des personnes accompagnées, pas forcément des travailleurs pairs qui vont être partie prenante de sessions de formation. Ça questionne beaucoup parce qu'il faut concevoir la formation autrement, ça va questionner la conception même du travail social, ça va questionner ensuite le rapport même au travail social quand on va considérer qu'il y a du savoir chez la personne accompagnée elle-même. Ça bouscule tous les repères et ça fait progresser. On a aussi des pratiques très intéressantes de participation qui vont se traduire par une autre forme d'aller vers. Donc, quand par exemple dans le travail de rue, dans un lieu abrité, par exemple un bus abri, vous allez d'abord dialoguer avec des jeunes à la rue, vous allez les écouter en tant que citoyens, même citoyens cassés, abîmés, mais vous allez d'abord les écouter en tant que citoyens qui ont une parole à porter et pas uniquement en tant que personnes fragiles qu'il faut accompagner. Donc ça transforme en fait le rapport qu'on a entre accompagnant et accompagné et c'est une transformation en profondeur. En fait, il faut remonter en arrière. Peut-être Philippe, j'avais pas fini, peut-être que vous vouliez que j'accélère? Donc il y a quelque chose aussi qui est très intéressant sur le mode associatif. Donc là, on a des exemples sur la RSO, par exemple des associations qui travaillent sur les ODD, hein, et la façon dont ça se traduit en RSO et pas forcément dans l'application d'une norme ISO. On a des exemples de démarches prospectives, on a des exemples de réancrage territorial et citoyen. On a aussi des exemples d'actions dans la société, par exemple, réponses citoyennes engagées, qui vont permettre d'environner l'accompagnement des personnes, des aînés, des seniors, dans d'abord création de liens et seulement ensuite fléchage sur un établissement ou service spécialisé. Donc, on considère d'abord la personne et le lien qu'on a avec elle. C'est un exemple très intéressant sur la ville de Paris, qui travaille sur la mobilité des aînés, d'abord mobilité, lien social, lutte contre la solitude et ensuite seulement refléchage vers des services sociaux si besoin. On a des exemples de sport pour tous, de développement durable, de projets pour une société plus solidaire, de responsabilité pour les générations futures. Et tout ça, en fait, ça va
nous permettent de voir que très concrètement, on peut agir dans la société simplement parce qu'on va produire d'autres références collectives. Je vais prendre un seul exemple, celui de la chorale pour tous, qui existe par exemple sur la ville de Paris, avec plusieurs configurations. Quand vous faites chanter ensemble des personnes à la rue, des professionnels, des profs de chant, des personnes qui aiment le chant, mais qui sont elles-mêmes dans des beaux logements bien confortables, vous produisez autre chose, à la fois pour ceux qui vivent ce temps de chorale, mais pour ceux qui le regardent. Et on va finalement se dire qu'on n'est pas obligé d'avoir chacun toujours une étiquette, la personne à la rue, la personne qui vit confortablement. On peut à un moment donné partager quelque chose et ça signifie simplement par le symbole que, en fait, on vit ensemble dans la même société. Donc vous voyez, petite touche là, quelques exemples parmi les nombreux exemples qu'on aurait pu citer qui expliquent ce que nous essayons d'illustrer par ce travail sur l'innovation. Alors, en fait, ça va nous ramener à une question un petit peu autre, hein, qui est, au bout du compte, est-ce que nous préconisons qu'il faut, définir autrement l'innovation sociale? Ben, en fait, pas forcément redéfinir, ça veut dire vérifier que le cadre est suffisamment large et toujours s'interroger sur la définition qu'on a en tête les uns et les autres pour se demander si finalement cette définition, elle est naturelle ou c'est une définition parmi d'autres et peut-être qu'une autre définition permettrait de voir ce qu'on ne voit pas en ayant le cadre de départ auquel on ne réfléchit même plus, hein. Donc en fait, il faut arriver pour nous à élargir le cadre, donc avoir une définition suffisamment large pour bien voir aussi toutes les contributions des associations qui nous semblent à nous intéressantes et socialement utiles. C'est un peu le message essentiel finalement de ma présentation là. Donc si vous voulez revisiter cette question de définition, vous pouvez aller regarder ce qu'en écrit Elisabetta Bucolo, hein, qui a été un petit peu l'un de nos 2 maîtres à penser sur le sujet. On va peut-être passer à la dia suivante, Philippe, parce que je vois que l'heure tourne. Donc je vais simplement revenir sur des éléments importants de cette définition telle que nous on les retient à partir du travail qu'on a fait avec Elisabetta et Philippe. Donc la définition ouverte, ça veut dire que pour nous, c'est pas seulement une réponse nouvelle, ça peut être une réponse qui s'améliore ou qui se reconstruit dans un contexte nouveau, hein. Donc par exemple, on a toujours besoin de répondre, d'inventer des réponses pour les jeunes en difficulté sociale, de l'ASE, de la PJJ ou des jeunes à la rue aujourd'hui ou des mineurs étrangers isolés. C'est absolument pas nouveau comme besoin. Simplement, on a toujours besoin d'y répondre, il faut toujours réinventer des réponses dans un contexte qui n'est pas celui d'il y a 10, 30, 40 ou 50 ans. Le besoin existait déjà, il est toujours à résoudre. Face à des besoins non satisfaits, oui peut-être, mais aussi parfois, selon nous, face à des situations injustes, qui mobilisent des groupes sociaux incluant les publics, oui, mais dans un processus collectif de changement et pas seulement les publics, aussi les citoyens, les bénévoles. Donc pour nous, c'est des groupes sociaux de manière large. La finalité pour nous, c'est pas seulement l'amélioration des réponses, mais aussi c'est l'action dans l'intérêt général. On a pour nous 2 niveaux d'enjeux, bien évidemment, produire des alternatives concrètes, mais aussi s'inscrire dans des processus de changement qui mobilisent et qui incluent, hein. Et au sujet des effets, on a différents niveaux, bien sûr, les pratiques internes. J'en ai parlé, la participation, la conception et le pilotage du projet. Donc j'en ai donné des exemples tout à l'heure, mais on va angler, nous, l'observation de ces pratiques en allant, par exemple, jusqu'à la réintroduction des valeurs, hein, des référentiels qui sont les nôtres, qui nous semblent importants pour valoriser tout le potentiel de la forme associative. On a aussi des effets sur la transformation de l'environnement. Et donc, pour nous, la transformation de l'environnement, ça ne va pas uniquement se situer au niveau de la prestation, établissement-service, transformation de l'offre, pas uniquement dans le cadre des politiques publiques, hein, auxquelles on contribue, mais ça va aller aussi sur le terrain de représentation collective de la société avec une réflexion critique constructive que nous portons en tant que secteur, hein, sur la société inclusive, sur le faire association, le faire société, le fait de s'inscrire ensemble dans la même société. Et pour nous, ces transformations sociales, donc transformations qui contribuent au débat public sur comment on appartient à la société, sont intéressantes aussi, sont socialement utiles aussi. Et c'est pour cela que nous espérons arriver à faire fructifier cette notion de conception large de l'innovation, à la faire partager pour que collectivement, on puisse aider à valoriser ces pratiques associatives dans toute leur diversité, parce qu'elles nous semblent avoir de la valeur sociale. Alors nous arrivons sur la dernière partie, avec un petit temps à vous proposer, puisqu'en fait là l'objectif c'est d'avoir finalement, c'est de se poser la question avec un petit quiz qu'on va vous proposer par la suite et donc peut-être échanger aussi avec vous.
Donc par défaut, si je vois pas de questions, oui, Christine, je vous propose qu'on prenne directement le quiz. Oui, d'accord. Donc en fait, ce qu'on vous proposait, en fait, c'est de revisiter, cette approche par des questions qui nous sont régulièrement posées, donc ce qu'on appelle le quiz. En fait, cette présentation, qui est la nôtre, cette approche qui est la nôtre, elle ne fait pas forcément sens, facilement. C'est-à-dire quand on a un autre cadre qui est incorporé, quand, on a notamment été tous, fortement nourris par, l'avancée que constitue la loi ESS, on peut avoir finalement un formatage de pensée qui ne nous permet plus simplement d'accéder à un autre raisonnement. Donc on va revisiter ensemble peut-être 3 questions qui, nous sont proposées, nous sont présentées régulièrement, sous forme de mini quiz. Donc, réponse nouvelle, est-ce que ça veut dire, besoin nouveau, hein? Donc est-ce qu'il y a forcément une équivalence entre tout ça et est-ce que, ce cadrage-là nous suffit? Alors en fait, quand on a, réfléchi à ça, on s'est dit: «Ben, a priori, on a plutôt tendance à dire: "Oui, oui, besoin nouveau, réponse nouvelle, c'est tout à fait lié, c'est tout à fait normal"». Mais, finalement, ça suffit pas, hein. Donc on a bien vu, ce qu'il en était, pendant la crise sanitaire. C'est parfois pas le besoin qui est nouveau, c'est parfois le contexte qui est inédit, c'est parfois le contexte qui évolue et en fait, on a une réponse qui est, faussement nouvelle au sens elle n'est pas totalement nouvelle ou elle n'est pas face à un besoin totalement nouveau, mais elle va nous permettre d'élaborer quelque chose de pertinent dans un contexte, spécifique. Donc je vous parlais tout à l'heure du besoin des jeunes, en fait, de l'aide sociale à l'enfance. Donc, on peut parler de besoins en fait qui puisqu'on a j'adopte là le vocabulaire, usuel. Donc quel est le besoin de jeunes qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance? Ben, c'est comme toujours, hein, l'aide sociale à l'enfance. Donc, ce sont des enfants qui sont en difficulté et qu'on essaye d'aider. Mais les formes de violence, les formes de rejet de l'accompagnement, les formes de rejet de l'aide sont différentes aujourd'hui, donc continue à mettre les équipes, en très grande difficulté, de les mettre parfois en échec sur la réponse qu'elles parviennent à apporter à ces jeunes et cet, épuisement, cette mise en échec permanent suppose toujours une recherche pour de nouvelles réponses, pour une capacité à rebondir quand même et là, dans la base innovation, nous avons un exemple, de très intéressant d'une équipe d'aide sociale à l'enfance qui a choisi de changer de vocabulaire. C'est-à-dire le seul fait d'adopter un vocabulaire différent au sujet de ce qui se présente, au sujet de ce qu'on essaye de faire, permet de fabriquer une représentation mentale différente au sujet de ce qu'on essaie de construire ensemble avec les jeunes, avec le jeune, avec chaque jeune. Et cette évolution microscopique peut-être en apparence, participe finalement d'une grande réflexion sur comment répondre quand même. Donc là, en l'occurrence, c'est microscopique encore une fois. C'est toujours des problèmes de jeunes en grande difficulté sociale, c'est toujours des problèmes de travailleurs sociaux qui ont besoin de quand même y croire un peu, de continuer à inventer quelque chose, même si c'est si difficile de trouver une solution. Il n'y a jamais de solution actuellement satisfaisante, totalement satisfaisante pour les jeunes que l'on accompagne, mais il faut quand même continuer. Ben ça, cette approche presque microscopique que nous on appelle la bahurie, elle mérite d'être documentée et elle mérite d'être valorisée, hein. Donc quand on voit aussi, autre exemple, tout ce qui avait été, déjà conçu de longue date à partir du numérique, hein, donc des simulations en 3D pour, aller travailler sur les capacités cognitives des personnes qui sont en train de perdre justement ces capacités cognitives du fait, d'une maladie d'Alzheimer ou de la détérioration due à l'âge. Ben, quand on peut utiliser les outils 3D, on va stimuler autrement les capacités cognitives des personnes. Ça ne veut pas dire que le besoin est nouveau. Le besoin, il est là depuis toujours en fait, il est lié au vieillissement, mais on va à chaque fois apporter une réponse un petit peu différente et c'est pas révolutionnaire, nécessairement, ça peut être un continuum d'amélioration parce qu'on a des outils nouveaux ou des capacités d'analyse nouvelles que l'on mobilise. C'est le cas actuellement avec les apports des neurosciences, par exemple, qu'on utilise de mieux en mieux. Donc on n'est pas forcément dans des innovations de rupture, on peut être dans des transitions, dans des processus continus d'amélioration et c'est vraiment ça qu'il faut favoriser. Donc pour nous, on n'a pas forcément équivalence entre innovation sociale égale réponse nouvelle à un besoin nouveau. Il faut aller chercher un petit peu à la marge de ce cadrage-là. Alors, autre élément du quiz, hein, peut-être Alors pour.
Juste avant d'aller sur la deuxième question du quiz, je vous pose une petite question, puisqu'en fait, je viens de l'avoir passée, donc de monsieur Baudier ou madame Baudier. Donc ça concerne en fait dans le champ de la promotion de la santé, on parle de capitalisation des expériences et quelle différence avec votre démarche? En fait, nous procédons actuellement à une capitalisation d'expérience spécifique, hein. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une capitalisation d'expérience que nous construisons, nous, à notre échelle, l'échelle de l'UNIOPS, pour produire de l'argumentation générale, de l'outillage général. Donc nous, ce que nous faisons là, nous, c'est une capitalisation d'expérience à un niveau un peu macro, mais évidemment, dans les équipes, cette logique de capitalisation d'expérience, elle est très, très importante, elle est très fructueuse et l'important est de la considérer comme telle, comme ayant de la valeur. Donc c'est un petit peu la ligne militante, hein, de notre approche. Donc en fait, si on oblige les équipes à rentrer nécessairement dans des cadres qui sont ceux des appels à projets avec des réponses qui vont être qualifiées de bonnes ou mauvaises de manière normée parce que, par exemple, un appel à projet public a considéré que telle approche a de la valeur, on n'arrivera plus forcément à soutenir les équipes dans la capitalisation de l'expérience qui va en permanence amener des solutions. Donc, pour le dire autrement, dans le cas technique, vous avez l'approche de Jean-Luc Charlot qui nous montre qu'il faut rester toujours très, très vigilant sur ce qu'on va considérer à un moment donné comme valeureux et le normer. Donc, par exemple, l'habitat intégré actuellement, l'habitat inclusif intégré tel qu'il est modélisé en ce moment, parce que finalement, on a considéré comme valable, valeureuse des expériences probablement qui viennent d'équipes au départ sur comment on peut favoriser l'autonomie en amenant les personnes à vivre, en les accompagnant à vivre dans des habitats partagés. Ce qui devient maintenant la norme va finalement se retourner contre la visée de départ qui était de favoriser la créativité et le libre choix. Et là, on est en train de refermer, nous dit Jean-Luc Charlot, le système parce qu'on va recréer une norme qui est celle de l'habitat partagé, qui n'est pas forcément la réponse à l'aspiration d'autonomie et de libre choix qui a été exprimée au départ. Donc en fait, par rapport à ce que dit la personne qui s'exprime là, monsieur ou madame, excusez-moi, c'est oui, c'est indispensable de pratiquer la valorisation, de pratiquer la capitalisation des expériences dans les équipes, mais c'est indispensable aussi de laisser de l'air pour que cette capitalisation puisse fructifier, être valorisée comme telle, sans nécessairement devoir rentrer comme une tête chercheuse dans les appels d'offres parce qu'il y a des financements. Donc, c'est quasi militant, hein, de favoriser cette capitalisation d'expérience. Donc, on se retrouve bien, je pense, sur ce registre-là. Merci Christine, je vous propose de reprendre le quiz. Alors, quiz, donc autre question qu'on nous a présentée régulièrement. Ouais, bah, finalement, il y a tout ce qu'il faut dans la loi ESS. Alors oui et non, hein, c'est-à-dire que la loi ESS est une avancée évidemment, hein, c'est pas moi qui va dire le contraire, mais quand on veut poser un cadre législatif, on sait bien qu'un cadre législatif, c'est un texte de compromis avec une rédaction de départ, des intervenants, des personnes qui vont être plus ou moins influentes que d'autres et en fait, on reste là dans un cadrage un petit peu entreprise, hein, entreprise sociale, hein. Donc, j'ai essayé depuis le début d'expliquer que le cadrage, en fait, dans une logique d'entreprise qui va améliorer les réponses par des produits et services qui vont déployer sur un marché, ne permet pas complètement de valoriser ce que font les associations dans les pratiques sociales, dans les relations sociales et dans les rapports sociaux. Donc, pour vous donner un exemple, en fait, le mode associatif, il peut aller plus loin que la production originale de biens et de services, hein. Donc, on peut mobiliser localement des citoyens, on peut transformer des représentations sociales, on peut inventer des repères collectifs, donc on peut participer de l'invention dans la société, dans l'action sur la société. Alors, moi, je ne vous parle pas là, des luttes sociales au sens de Touraine, hein. Je vous parle simplement de ce qu'on fait à bas bruit quand tout simplement on agit dans la société et on peut être acteur en tant que citoyen parce que simplement on est le chef d'orchestre qui décide de faire un orchestre inclusif ou le directeur de la chorale dans une petite ville qui va décider que oui, oui, on y va à fond sur ce projet de chorale avec les enfants de l'ASE, avec les parents des enfants de l'ASE et puis le conservatoire de la petite ville. Et ça, c'est de l'action citoyenne qui est pour nous à de la valeur sociale, qui participe de ce que les associations peuvent apporter. Et ça, c'est pas dans la loi ESS, hein. Et donc, il n'y a pas toujours un enjeu. Je crois que cadre très très bien la loi ESS, hein, donc dans cet article spécifique, l'article 15, donc de
soutenir la production de biens et de services, d'inciter à ce qu'on associe les bénéficiaires et qu'on cadre les financements dont on peut bénéficier de la part des pouvoirs publics, il n'y a pas toujours un enjeu autour de ça. L'enjeu, ça peut être simplement de soutenir une pratique telle qu'elle est, et il y a beaucoup de pratiques qui, pour nous, ont de la valeur sociale dans les associations, qui ne rentrent pas dans ce périmètre loi ESS, quelle que soit l'utilité de la loi ESS dans son ensemble et de cet article spécifique sur l'innovation sociale. C'est un pas, mais c'est un pas qui n'englobe pas toute la réalité que nous voudrions voir un peu plus reconnue et soutenue. Alors une question encore de notre quiz. Alors, est-ce qu'innovation sociale veut dire, changement d'échelle? Bah, pour nous, pas forcément. C'est-à-dire que changement d'échelle, c'est un vocabulaire qui est important quand on veut généraliser, hein. Donc on peut vouloir généraliser parce que c'est important de, dégager un marché. Donc c'est important. C'est quand on est dans une logique d'entreprise et qu'on a financé de la recherche-développement, c'est tout à fait logique, de vouloir avoir un retour sur son investissement et de développer une production à grande échelle pour que, bah, le marché soit là, que l'activité soit financée, qu'elle soit viable. Donc oui, aucun problème avec ça. Mais ça ne suffit pas. Autre approche, c'est tout à fait intéressant qu'il y ait un changement, un passage à l'échelle quand on veut développer une politique publique. Donc, on se souvient, pour les plus anciens dont je fais partie, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques décennies, la logique en silo ne gênait personne. On était au contraire en train de normer des activités très spécifiques, les annex 24, dans le champ du handicap, on était de tel handicap, de tel autre, et tout ça correspondait à une grille d'analyse extrêmement particulière, extrêmement figée finalement, parce qu'elle est critiquée aujourd'hui, alors qu'on oublie ce qu'elle a fabriqué à l'époque, hein, c'est-à-dire l'autonomisation du social, du médico-social par rapport au sanitaire. Et donc aujourd'hui, en fait, on est sur une logique de parcours. Cette logique de parcours, elle a été parfois ou probablement à l'époque confidentielle quand elle a émergé. Maintenant, elle est devenue une politique publique. Donc là, on peut aussi parler de passage à l'échelle, hein. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, par exemple, une association d'aide à domicile qui met en place un bus qui va circuler sur tout le territoire français pour aller amener de l'aide du numérique, de l'aide à l'activité administrative, de l'aide à l'accès à la culture d'une manière plus générale et pas seulement en bibliothèque. On peut tout à fait considérer que là, elle aussi, elle voudra passer à l'échelle. Parce que c'est tellement important pour la structuration des territoires que là, oui, on peut avoir une approche globale. OK, allons-y. Mais une association peut tout à fait avoir monté, je reviens sur ce projet de chorale, ce projet de chorale localement dans cette ville, dans cet environnement dans ce microcosme particulier, et il n'y a absolument aucune vocation à ce que sur l'ensemble du territoire français, on dise il faut que le conservatoire bosse avec l'ASE pour créer une chorale et faire un spectacle de fin d'année. Ça n'aurait aucun sens. Il y a certaines innovations, certains apports qui ont du sens parce qu'ils ont émergé dans un microcosme particulier. On sait tous que les régions de France sont différentes, qu'il y a une culture bretonne, qu'il y a une culture du Vercors, qu'il y a une culture de la ville de Toulouse, etc. Et il faut surtout être attentif à ce que ce qui peut émerger dans un contexte particulier émerge, soit soutenu comme tel, et on ne peut pas forcer un urbain toulousain à vouloir faire pareil qu'un rural de la Creuse. Il n'y a pour moi évidemment aucun jugement de valeur par rapport à ça. Ce qui émerge dans un microcosme donné a de la valeur parce que ça émerge dans ce microcosme donné, et c'est peut-être aussi cette singularité qu'il faut parvenir à soutenir. En tout cas, c'est ce qui nous semble important. Alors, il nous reste 10 minutes et finalement, on a encore une grande question à se poser en fait par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer ce matin. C'est donc comment avancer et poursuivre. Christine, votre vision? Alors, moi, je suis un petit peu, comment dire, curieuse de ce que les uns les autres pourraient dire. C'est-à-dire que, nous, en fait, notre exercice actuel, hein, donc, vous l'aurez compris, c'est d'essayer d'argumenter, d'expliquer, de convaincre peut-être, espérons-le. Donc nous, notre premier temps, notre première étape, c'est de convaincre les associations elles-mêmes que ce qu'elles font ont de la valeur, hein. Parce qu'à force d'être regardées à travers des lunettes qui sont celles de l'entrepreneuriat social. Heu, on peut se trouver non valorisé, pas forcément dévalorisé, mais non valorisé, parce qu'on n'est pas entièrement et uniquement dans une logique d'entrepreneuriat social.
Il n'y a dans mon propos aucune critique de l'entrepreneuriat social. Il y a de la valeur dans l'entrepreneuriat social, bien évidemment. Mais si on n'est pas complètement dans cette logique, les mentalités, les formats de pensée actuels sont tels qu'on peut même oublier ou se dire que ce que l'on fait n'est même pas de l'innovation. Donc c'est un retour qui nous vient actuellement des collègues en région avec qui on travaille. On essaye de vérifier auprès d'elles, ces unions régionales, qu'est-ce qui se passe sur le terrain et comment les associations réagissent actuellement et quelle utilité pourrait avoir la communication que nous voulons encore faire fructifier sur le rapport des associations à l'innovation. Et on nous confirme bien qu'il faut, oui, effectivement, diffuser ce récit positif que nous essayons d'élaborer pour que les associations elles-mêmes se représentent à nouveau comme en force d'innovation, quand bien même elles ne sont pas dans le cadre de l'entrepreneuriat social, réponse à des besoins nouveaux, hein, innovation managériale, technologique et capacité à passer à l'échelle. Donc ça, pour nous, c'est le premier temps. Ça, c'est notre rôle, c'est ce qu'on essaye de faire avec le cahier technique, avec les web émissions, avec ce qu'on va essayer de refaire au moment du congrès de l'UNIOPS. Mais là où nous, on est un peu sec, passez-moi l'expression, c'est que faire avec les partenaires? Donc, par exemple, moi, je suis administrateur de la Fondation du Crédit Coopératif et c'est très important que des grands partenaires comme le Crédit Coopératif, là, avec sa fondation, documentent, soutiennent des pratiques très larges qui vont vraiment sur ce terrain-là, hein. Et donc, on a vraiment besoin que des partenaires institutionnels aient cette vision large pour qu'on aide à porter cette contribution singulière de l'ESS, pas uniquement des associations, à des pratiques solidaires qui sont très importantes pour nous au niveau pour la cohésion sociale. Donc, quand par exemple un partenaire institutionnel va soutenir Territoire zéro chômeur de longue durée, pour nous c'est très important parce que zéro chômeur de longue durée, peut-être que ça s'est passé à l'échelle, mais au début c'était microscopique. Quand on va soutenir des opérations de type halte à la désertification des centres-villes, au départ, il y a une expérience microscopique, il y a des institutionnels qui les soutiennent, ces expériences-là, et on fait quoi avec, hein? Mais donc, nous, on a besoin de réfléchir avec des partenaires, on a besoin que le secteur puisse être soutenu par des grands partenaires institutionnels comme ceux que vous représentez, hein, Philippe, pour qu'on ne soutienne pas que les associations qui sont de taille importante, qui peuvent avoir un service de R&D et qui peuvent aller finalement capter des appels à projets et donc bénéficier de financements fléchés comme ceux de la PPU, hein, qui sont très, très importants, hein. Mais on a besoin d'un travail en commun pour soutenir cette vitalité du terrain. Donc, si par exemple, nous pensons qu'il faut absolument aujourd'hui soutenir l'évolution des pratiques RH, parce qu'il y a un fort enjeu de transformation du rapport au travail et d'épuisement total du secteur, hein, sur les métiers du social, les métiers de la santé, c'est un phénomène de société, ça. Eh ben, on a besoin que tout ce qui s'invente à ce niveau-là, ce qui se fabrique à ce niveau-là, soit soutenu, même si on n'est pas dans le cadre de l'entrepreneuriat social qui réussit, hein, et qui trouve son marché, hein. Et donc, on a besoin de travailler ensemble peut-être sur comment on accompagne cette vitalité associative, y compris quand elle se cherche et qu'elle ne se cherche que à bas bruit. Donc là, pour moi, c'est plutôt un grand point d'interrogation, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble avec les institutionnels, avec les acteurs de terrain, pour soutenir cette vitalité qui est socialement utile selon nous, hein, et cette diversité qui est socialement utile selon nous. Donc on a besoin en fait de travailler ensemble et peut-être qu'il y a des solutions, des propositions possibles, du dialogue déjà, et moi je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à ça, c'est un point d'interrogation pour nous, c'est la prochaine étape, c'est comment on fait. Si on a réussi à partager cette vision ouverte, comment on fait pour accompagner cette vitalité? Alors je vous remercie, c'est un bel appel du pied, puisque, Oui. j'ai vu qu'il y avait également des collègues du Crédit Coopératif là qui sont connectés, donc qui est également aussi une banque populaire et donc la fondation, j'espère, pourra vous apporter, de ce point de vue-là quelques compléments, en tout cas des pistes en fait à creuser. Dans les banques populaires également, en fait, dans les régions, il y a des fonds de dotation, des fondations qui en fait, selon, les objets peuvent aussi, apporter en fait un soutien et donc, creuser ce sujet. Mais je pense que plus globalement, finalement, la question que vous soulevez, c'est en effet sur l'ensemble des institutionnels, c'est un vrai sujet en fait qui reste, totalement ouvert puisqu'il n'y a pas vraiment de solution complètement construite à date en tout cas, permettant de dire, dès lors qu'on n'est pas forcément dans quelque chose qui se veut, avec, une logique de faire fructifier, immédiatement, mais de rester peut-être dans des échelles petites et dans les territoires. Il faut en effet, valider aussi cette option de pouvoir accompagner même, localement en fait toutes ces innovations justement qu'on a évoquées ce matin.
Il y a quelqu'un dans le chat qui rend compte du travail de la CNSA. Oui, tout à fait, hein, donc il y a énormément de travaux qui vont dans ce sens-là et peut-être qu'il faudrait arriver à en faire une prise de conscience globale ou une perception globale pour qu'on ait un courant d'accompagnement de toute cette richesse et évidemment, je ne vais pas le répéter à chaque phrase, mais on n'est pas les seuls à aller dans ce sens-là et on participe d'un courant peut-être qui a été marginal à une certaine époque, mais qui l'est moins, hein, de valoriser toute la palette, des innovations associatives et on a besoin d'une démarche un peu construite maintenant institutionnelle pour, encore une fois, non pas normer, mais valoriser cette diversité. Donc oui, hein, par rapport à ce qui est dans le chat, tout à fait d'accord. Il y a plein de choses qui existent aujourd'hui, mais on en peut-être qu'on n'en parle pas assez ou pas assez globalement. Alors ainsi je vois parler en fait, on parle également de l'audace avec son site, Apriles, donc qui est intéressant également. Donc certainement un site à aller voir. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques. En tout cas, déjà aussi pour répondre, puisque j'ai vu plusieurs questions passer sur le sujet, ces questions très pratico-pratiques, c'est, la documentation. Finalement, le cahier technique, hein, est disponible. On a mis un lien justement sur le site de l'UNIOPS. Vous pouvez en fait vous le procurer. Éventuellement peut-être, si je ne sais pas si, Valérie peut me confirmer s'il y a des exemplaires qui sont disponibles en passant directement à l'UNIOPS. Enfin, je ne sais pas après trop comment ça se passe au plan logistique ou alors sinon on se le fait envoyer. Mais il est possible donc de l'obtenir justement en faisant commande, directement sur le site et il y a également le sommaire détaillé qui est disponible. Alors, Valérie me confirme qu'on peut se le faire envoyer, donc c'est très bien, c'est parfait. Surtout dans le contexte sanitaire, on peut imaginer que c'est peut-être un petit peu compliqué de recevoir du public. En tout cas, y a-t-il d'autres questions? Profitez, on a encore, 2-3 petites minutes et surtout profitez d'avoir, Christine, je dirais, en ligne. Alors sachant qu'il y aura bien sûr, le 13 et le 14 janvier à Rennes, le congrès, de l'UNIOPS en fait qui va se tenir. Alors j'espère que le contexte sanitaire va pas venir, tordre le bras à cette organisation puisque je crains malheureusement là, il y a un petit peu de tension sur tout ça, mais on va croiser les doigts pour que ça puisse, se faire et justement partager et il y aura bien sûr des ateliers aussi, hein, qui reviennent, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur toute cette thématique de l'innovation. Il y a un atelier dédié sur l'innovation, mais tout le congrès infuse la thématique. Elle est là, sous-jacente, derrière les différentes plénières, les différents ateliers. Donc il y a 3 grandes plénières et dont une, par exemple, sur, l'écologique et le social, pardon, sont-ils compatibles, hein? Donc vous voyez, je vous spoile pas le projet de congrès, il est visible sur notre site, mais il y a aussi plein d'ateliers, hein, plein d'ateliers thématiques, ciblés qui permettent de rentrer dans la problématique du moment sur, quel social voulons-nous finalement et pour nous, bah, avec quelles associations? Est-ce que c'est le mot de la fin, Philippe? Bah, écoutez, je pense puisqu'on arrive à 10h29, on s'était donné jusqu'à 10h30. Je ne vois pas passer, d'autres questions. Je vois qu'il y a des encouragements, avec un discours qui est jugé très clair, donc c'est parfait. Merci à tous en tout cas de vous être, connectés et puis j'incite en fait, ceux qui le souhaitent à venir participer, par ailleurs à la remise des prix, de l'économie, du mois de l'économie sociale en fait là qui va se tenir le 2 décembre. C'est-à-dire en fait qui viendra clôturer, ce mois de l'ESS dans lequel nous avions, nous, positionné, programmé en fait, cette intervention. Et donc ce sera, pour, mardi en fin de journée. Vous pouvez vous retrouver en fait toutes les informations sur le site de ESS France. Très bonne journée à vous tous. Merci encore de votre participation. Merci à tout le monde. Au revoir.